Maison de société. Chose vue par Jacques Roberti. Édition Artem Fayard et compagnie, Paris, 1927. Chapitre 12. La maison sous l'orage. L'ombre de Calvin, errant dans les rues de Genève, s'est glissée dans le palais où délibèrent les représentants de tous les peuples. Elle y rencontra le spectre de Wilson, et ces deux fantômes glacés dictèrent aux aimables vivants, aux libertins, aux hommes voluptueux, ennemis des lois somptuaires, une encyclique contre les maisons de tolérance, contre les casernes de la prostitution. À peine fut-elle fulminée que le bourgmestre de Nuremberg purifiait le fossé de la porte aux femmes, das Frauentorgraben. Les portes des bouches sordides s'ouvrirent, et les filles, un matin de printemps, traversèrent la ville aux jouets, portant ainsi que des conscrits campagnards leurs pauvres hardes, nouées dans des mouchoirs à carreaux de couleur. À la gare, elles demandèrent des billets pour Hambourg. Puis, un coup de tonnerre. Le maire de Strasbourg décrète la suppression des maisons closes dans la ruelle des Bœufs, du quai de la Bruche, de l'impasse de la Mauve et de la rue des Pêcheurs. Le Rabouin perd un des plus beaux fleurons de sa couronne, son petit palais, laqué, ripolliné, de la ruelle des Bœufs, et Maurice Latripe, ses deux établissements de la rue des Pêcheurs. Tous les tauliers de France sentirent craquer leur harmonieux édifice. À Paris, comme un bétail effaré par l'orage, ils erraient de la porte Montmartre à la porte Saint-Martin et s'attroupaient dans les bars, anxieux, livides. Des nouvelles sinistres se propageaient. « La mère Rothschild de Genève, annonçait Charlot le Zouave, vient de m'écrire que là-bas aussi on va supprimer les maisons. » Chinchin le Magnifique, sous le sceau du secret, racontait que le Conseil d'hygiène du ministère du Travail avait adressé un rapport aux membres du Parlement pour réclamer l'abolition de toutes les maisons closes de France dans un délai de 9 années. Un taulier de Lille sonnait le glas. Le conseil municipal de la grande ville du Nord venait, disait-il, de livrer aux pioches des démolisseurs les 9 maisons de la rue Fresnelet, sans accorder la plus mince indemnité d'expropriation à leurs tenanciers. On se récriait « C'est impossible ! Le conseil veut percer un nouveau boulevard. On démolit la rue Fresnelet et on défend à nos collègues de s'installer dans une autre rue. »« 9 maisons !» gémissait Chinchin. « C'est affreux !»« Oui, 9 maisons. Le 1, le 3, le 5, le 7, le 9, le 11, le 15, le 19 et le 21. » Et chacun de flétrir les vandales et de plaindre les patrons déchus. Alors, que vont devenir Catio, Delville, Mazoyer, Monsuez, Bélanger ? Ruinés, ils ont consulté un avoué qui leur a répondu « Rien à faire. On vous tolérait, on ne vous tolère plus. C'est la loi. » L'évocation des tauliers lillois à qui la municipalité avait tout donné puis tout enlevé, semblable maintenant à Job sur son fumier, emplissait d'une crainte mystérieuse l'âme de Chinchin le Magnifique, de Charlot le Zouave, de Pilote. C'est alors qu'un patron de Nancy prit l'initiative d'adresser à tous ses collègues de France la circulaire suivante que j'ai scrupuleusement copiée, bien qu'elle fût confidentielle. Monsieur et chers collègues, de graves événements se préparent. À Genève, la Société des Nations réclame la fermeture de nos maisons. Déjà à Strasbourg, des mesures draconiennes ont été prises contre nos estimables collègues de la rue des Pêcheurs. Les patrons de la rue Fresnelet, à Lille, sont chassés de leurs établissements. À Nancy, une maison de la rue du Moulin vient d'être brutalement fermée sur l'ordre du maire. Demain, peut-être, le même sort sera réservé à toutes les maisons de France. Un vent de folie souffle sur notre pays. Groupons-nous, syndiquons-nous en une vaste et puissante association qui aura pour titre « La Maison ». À l'heure actuelle, nous vivons sous le régime du bon plaisir des autorités administratives et policières. On continue à nous appliquer d'antiques règlements dont les uns datent du temps de la reine Jeanne et les autres de l'an 8. Les tribunaux civils et les tribunaux de commerce nous ignorent. Il nous est interdit de leur soumettre nos litiges. Et pourtant le fisc nous écrase. Nous payons la patente, l'impôt sur le chiffre d'affaires et les bénéfices commerciaux. Nous sommes électeurs, citoyens, pères de famille, et on nous traite en parias. Chers collègues, adhérez à notre ligue, remplissez le bulletin d'engagement que vous trouverez ci-joint. Nous réclamons notre reconnaissance légale, le droit de plaider devant les tribunaux, une réglementation nouvelle en harmonie avec les exigences de la vie moderne. Plusieurs parlementaires nous ont promis leur concours. Ils sont prêts à défendre chaleureusement notre cause et nos intérêts. Pour être forts, soyons unis. Vouloir, c'est pouvoir. Signé M, rue du Moulin, à Nancy. Promoteur de l'association La Maison. On était en septembre 1925. 4 patrons de Clermont-Ferrand qui soignaient à Vichy leur foie et leurs estomacs délabrés par les repas trop succulents lurent cette circulaire. Elle leur fit perdre d'un seul coup tous les bénéfices de leur cure. Verdâtres, ils demandèrent audience à un sympathique sous-secrétaire d'État qui logeait dans leur hôtel. « Qui êtes-vous, messieurs ? En quoi puis-je vous être utile ?» interrogea l'homme politique. « Moi, » répondit le plus gros, « je suis Joseph. Vous avez dû entendre parler de moi, je tiens le palais de cristal à Clermont. »
Et ces trois-là, ce sont mes collègues, la boule d'or, les glaces et les oiseaux. On vient vous demander un renseignement, monsieur le ministre. Paraîtrait qu'on veut nous supprimer. Nous sommes pourtant d'utilité publique. De quoi se mêlent tous les beaux parleurs de Genève? Mais si on nous fermait, ça serait affreux. On attaquerait les femmes et leurs jeunes filles dans les rues. Et abattant son poing fermé sur la table, c'est nous qui sommes les champions de la morale. Défendez-nous, monsieur le ministre. Je reconnais, répondit en souriant le sous-secrétaire d'État, que vous rendez à la nation d'éminents services. Malheureusement, si on demande la fermeture de vos maisons, aucun parlementaire n'osera élever la voix en votre faveur. Le palais de cristal vacillait. D'une voix sourde, il gémit. Alors, nous sommes faits. Et on ne touchera pas d'indemnité? Rassurez-vous, je dis que pas un député, pas un sénateur ne vous défendra publiquement à la tribune. Mais dans les couloirs et les ministères, vos amis pourront agir. Et puis, il en sera de vos maisons comme de l'opium. Vous bénéficierez d'un long sursis. Si vous avez des fils, soyez sûr que vous pourrez leur léguer vos établissements. Le palais de cristal ne tremblait plus. C'est bien ma pensée. En France, on ne touchera jamais à la maison. Un taulier honnête, respectueux de la police, on ne peut pas l'inquiéter. Aussi, j'entrerai pas dans le syndicat. Les syndicats, c'est de la politique, c'est pas fait pour nous. Au revoir, monsieur le ministre, merci de vos conseils. Vous êtes un brave, vous. Si jamais vous passez rue des Trois Raisins, faites-moi l'honneur de venir déjeuner ou dîner chez moi, en famille, sans cérémonie. Et il partit, emmenant les glaces, la boule d'or et les oiseaux. À Paris, le Rabouin, dès qu'il eut pris connaissance de la circulaire nancéenne, convoqua son état-major dans son bureau de la place de la République. Sur sa table de travail, un énorme dossier, dont la couverture s'ornait de ce mot, moulé en belle ronde, Strasbourg, et d'autres dossiers plus minces, était rangé dans un ordre parfait. Il fit asseoir ses collègues et, tout de suite, entra dans le vif du sujet. Selon son habitude, il fut calme et précis. Je vous ai réunis pour envisager la situation. D'abord, je déblaye le terrain. Genève, Nuremberg, ça ne nous regarde pas, c'est l'étranger. Parlons de notre pays, la France. À grand-peine, il contint son émotion. Sa voix chevrotait. Nous avons perdu Strasbourg, c'est un fait. Une ville si prospère, où l'on travaillait à plein bras. Maryland, de la rue La Ferrière, l'interrompit. Comment vous êtes-vous laissé étrangler là-bas? Les petits yeux de Rabouin s'enflammèrent. Vous me connaissez tous. Vous savez que je suis un diplomate et que je sais lâcher mon pèse à propos. On me dit avare, mais pour sauver 1 million, je casque 100 regrets 100 ou 200 sacs. Eh bien, j'ai remué ciel et terre. J'ai sondé tous les députés, les sénateurs d'Alsace, les maires de Strasbourg, de Colmar, de Mulhouse. Rien à faire. Incorruptible, comme ils disent, c'est cavé. À Paris, tous les hommes politiques sur lesquels je peux compter, et qui n'auraient pas demandé mieux que de marcher dans cette affaire pour toucher la grosse commission, étaient obligés de me répondre « Ils sont maîtres chez eux ». C'est vrai, dit Maurice Latripe, qui venait de vendre à un célèbre boxeur sa maison de la rue de la Harpe. Je suis moi aussi une des victimes de Strasbourg, et je reconnais que le Rabouin a tenté l'impossible pour nous sauver. Mais enfin, s'écria Maurice des belles japonaises, pour qu'on nous ferme, il fallait bien un motif. Oui, dit le Rabouin. On a parlé du scandale des fêtes de gymnastique. Les orphéons et les fanfares, après la cérémonie, avaient envahi nos maisons. Des bagarres ont éclaté. Un taulier a frappé d'un coup de gourdin le fils d'un juge d'instruction. Et puis, on nous a reproché d'avoir reçu des gymnastes de 14 et 15 ans. Mais tout cela, c'était de la frime. La vérité, c'est que nous étions visés. On n'attendait qu'une occasion pour nous boucler. Un silence lugubre régna. Charlot le Zouave le rompit. Alors, si d'autres villes allaient emboîter le pas? D'un coupe-papier, le Rabouin frappa sur la table. Qu'on me laisse finir! Il y a aussi l'affaire de Lille, 9 maisons supprimées. Mais là, la question de principe n'est pas en jeu. La rue de l'ABC a toujours ses 8 tôles. Nous n'avons donc qu'à déplorer jusqu'ici que la perte de Strasbourg. Je sais bien que vous êtes inquiets, vous redoutez la Société des Nations, et on vous a parlé d'un rapport du Conseil de l'Hygiène. Mais la Société des Nations, on la considère déjà comme une vieille radoteuse, et le rapport des hygiénistes, il va moisir dans un tiroir. Si tu ne crains rien, pourquoi que tu nous as dérangés? Lança Maryland. Parce que c'est vous que je crains et non pas nos ennemis. Vous avez peur et vous allez faire des bêtises. Vous approuverez, j'en suis sûr, la circulaire du taulier de Nancy. Plusieurs voix s'élevèrent. Oui, on va se syndiquer. L'union fait la force. Se syndiquer, ricana le Rabouin. Pourquoi pas la grève, le lock-out? Pourquoi pas des réunions publiques, des meetings dans la rue? Les hommes du voyage qui sont ici savent quel a été le résultat des grèves de Buenos Aires, hein? Tonio, Maryland, Henri les yeux bleus, vous pouvez nous donner votre avis sur la grève. Mais vous ne comprenez donc pas, vous tous, que le patron de Nancy réclame votre assistance parce qu'on vient de fermer sa tôle. Tant pis pour lui, il avait qu'à mieux la tenir. Est-ce que je vous ai appelé à la rescousse, moi, quand on a fermé Strasbourg? Ce raisonnement serré impressionnait les patrons. Tu gamberges bien, concéda Maryland. On a eu tort de s'emballer. Ma conclusion, poursuit le Rabouin. La voici. Ne bougeons pas. Si on nous attaque, on fera marcher en douce nos amis.
Nous avons des protecteurs sérieux, et puis entre nous, la police ne peut guère se passer de nos services. Nous rencarderons la Sûreté Générale et la Brigade Mondaine. En province, les municipalités tiennent à leur tôle davantage qu'à leurs sous-préfets et à leurs tribunaux. Donc que personne ne se syndique. J'ai déjà donné le mot d'ordre à mes gérants. Vous, de votre côté, écrivez à tous vos collègues de département de se tenir tranquilles. Laissons passer l'orage. Mais comme il faut tout prévoir, je vous demande instamment d'alimenter une caisse de propagande. Nous aurons nous aussi nos fonds secrets, comme le gouvernement. Les hommes politiques, pour qu'ils nous soutiennent, vous savez qu'il faut les arroser. Ils crièrent tous. « Bravo le rabouin, on cotisera, à pas d'heure !» Seul, l'honnête Maryland formula une timide réserve. « Vrai, tu nous conseilles de laisser tomber ce pauvre taulier de Nancy ? Faudra pas lui répondre ?» Le rabouin se leva. « Si tu veux dépenser 10 sous pour lui adresser une lettre de condoléances, j'y vois pas d'inconvénient. » Fin du chapitre. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en toute indépendance et sans publicité. Je vous invite donc, s'il vous a plu, à le soutenir en vous rendant sur la page Tipeee dont le lien est en description ou en le partageant autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain chapitre, intitulé « L'horizon s'éclaircit ».